Paris, 15 mars 2026, 18h45. Dans l'antre doré de l'Élysée, Emmanuel Macron venait à peine de poser son téléphone que son visage se figea, blême comme un spectre. Sébastien Lecornu, fidèle Premier ministre depuis 1 an et demi, venait de lui annoncer qu'il quittait définitivement Matignon. En quelques minutes à peine, le président se retrouvait pris au piège, suspendu à une dépendance qu'il n'avait jamais imaginée. Ce qu'Emmanuel ignorait, c'est que les prochaines 24 heures allaient transformer un simple passage de relais en un spectacle de capitulation sans précédent. « Sébastien, vraiment ?» soufflait-il, marchant nerveusement entre son bureau et les fenêtres. Jusqu'au dernier instant, il avait cru que cette démission n'était qu'un jeu stratégique, une manière subtile de renégocier son pouvoir. Mais au bout du fil, le ton de Lecornu ne laissait aucune place à l'espoir. C'était fini, point final. La nouvelle, évidemment, se répandit comme une traînée de poudre. BFM TV lança le premier flash spécial. Sébastien Lecornu jette l'éponge devant Emmanuel Macron. En un clin d'œil, toutes les rédactions s'emparèrent du scoop, déclenchant un véritable séisme politique à travers la France. À l'Élysée, c'était la panique. Alexis Collère, secrétaire général de la présidence, convoquait en urgence une cellule de crise. « Nous avons peut-être 48 heures avant que la situation devienne ingérable », analysait-il devant une dizaine de conseillers réunis dans le salon doré. Macron, lui, était déjà au téléphone. Il fallait trouver un remplaçant et vite, mais qui pouvait succéder à Lecornu? Le choix s'avérait plus compliqué que prévu. « Appelez-moi Édouard Philippe », ordonnait le président à son secrétariat. L'ancien premier ministre devenu maire du Havre était le candidat naturel. Expérimenté, respecté, capable de rassembler au-delà de la majorité présidentielle. 19h30, Philippe décrochait son téléphone. « Emmanuel, j'ai appris pour Sébastien. C'est regrettable. »« Édouard, j'ai besoin de vous. La France a besoin de vous, » suppliait Macron. Mais la réponse fut sans appel. « Monsieur le Président, ma place, c'est au Havre. Je vous souhaite de trouver la bonne personne, mais ce ne sera pas moi. » Premier refus. Paris, 15 mars 2026, 18h45. Dans l'antre doré de l'Élysée, Emmanuel Macron venait à peine de poser son téléphone que son visage se figea, blême comme un spectre. Sébastien Lecornu, fidèle Premier ministre depuis 1 an et demi, venait de lui annoncer qu'il quittait définitivement Matignon. En quelques minutes à peine, le président se retrouvait pris au piège, suspendu à une dépendance qu'il n'avait jamais imaginée. Ce qu'Emmanuel ignorait, c'est que les prochaines 24 heures allaient transformer un simple passage de relais en un spectacle de capitulation sans précédent. « Sébastien, vraiment ?» soufflait-il, marchant nerveusement entre son bureau et les fenêtres. Jusqu'au dernier instant, il avait cru que cette démission n'était qu'un jeu stratégique, une manière subtile de renégocier son pouvoir. Mais au bout du fil, le ton de Lecornu ne laissait aucune place à l'espoir. C'était fini, point final. La nouvelle, évidemment, se répandit comme une traînée de poudre. BFM TV lança le premier flash spécial. Sébastien Lecornu jette l'éponge devant Emmanuel Macron. En un clin d'œil, toutes les rédactions s'emparèrent du scoop, déclenchant un véritable séisme politique à travers la France. À l'Élysée, c'était la panique. Alexis Collère, secrétaire général de la présidence, convoquait en urgence une cellule de crise. « Nous avons peut-être 48 heures avant que la situation devienne ingérable », analysait-il devant une dizaine de conseillers réunis dans le salon doré. Macron, lui, était déjà au téléphone. Il fallait trouver un remplaçant et vite, mais qui pouvait succéder à Lecornu? Le choix s'avérait plus compliqué que prévu. « Appelez-moi Édouard Philippe », ordonnait le président à son secrétariat. L'ancien premier ministre devenu maire du Havre était le candidat naturel. Expérimenté, respecté, capable de rassembler au-delà de la majorité présidentielle. 19h30, Philippe décrochait son téléphone. « Emmanuel, j'ai appris pour Sébastien. C'est regrettable. »« Édouard, j'ai besoin de vous. La France a besoin de vous, » suppliait Macron. Mais la réponse fut sans appel. « Monsieur le Président, ma place, c'est au Havre. Je vous souhaite de trouver la bonne personne, mais ce ne sera pas moi. » Premier refus. Macron encaissait le coup, mais rebondissait immédiatement. « Bruno Le Maire !» s'exclamait-il. Le ministre de l'Économie avait l'expérience, la crédibilité internationale et la stature.
Le maire était en déplacement à Bruxelles pour un conseil des ministres européens. Macron l'appelait directement sur son portable. « Bruno, rentrez immédiatement, j'ai une proposition à vous faire. » Mais là aussi, la déception était au rendez-vous. « Emmanuel, je vous suis loyal, mais Matignon n'est pas pour moi. Je préfère rester à Bercy. » Dans l'entourage présidentiel, l'inquiétude montait. Même nos plus proches collaborateurs refusent. Qui va accepter? S'interrogeait un conseiller. 20h30. Macron tentait une approche différente. Contacter Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur avait toujours eu des ambitions pour Matignon. Sûrement accepterait-il. Darmanin était en réunion préfectorale à Lille quand l'appel présidentiel arriva. « Monsieur le Président, c'est un honneur, mais permettez-moi 24 heures de réflexion. » C'est une décision qui engage toute une vie. Cette fois, ce n'était pas un refus, mais ce n'était pas non plus l'acceptation immédiate qu'espérait Macron. Le président sentait que sa position s'affaiblissait d'heure en heure. Les chaînes d'information continuaient de consacrer leurs programmes spéciaux à la crise gouvernementale. Emmanuel Macron, face aux défis de sa vie politique, s'interrogeait dans son bureau. Qui pourrait remplacer l'irremplaçable Lecornu? Macron consultait fébrilement sa liste de contacts. Élisabeth Borne, trop associée aux échecs passés. Gabriel Attal, trop jeune, pas assez d'expérience. Marlène Schiappa, impossible dans le contexte. 21h30, nouvelle tentative avec François Bayrou, le leader du MoDem, fidèle allié depuis 2017, président du Haut Commissariat au Plan, possédait la stature et l'expérience. « François, j'ai besoin de vous », lança Macron. « Emmanuel, vous savez que je vous suis dévoué, mais à 75 ans, Matignon serait une épreuve, et puis mes électeurs ne comprendraient pas. » Troisième refus. La situation devenait critique. Il était presque 22 heures et Macron n'avait toujours pas de successeur pour Lecornu. « Monsieur le Président, » intervenait Alexis Colère, « nous devons envisager un profil différent. Peut-être quelqu'un de moins politique, un technocrate, un haut fonctionnaire. » 22h15, Macron appelait Jean Castex, l'ancien Premier ministre, redevenu maire de Prades, qui avait l'habitude de Matignon. « Jean, la République a besoin de votre expérience. » « À Manuel, j'ai donné Matignon. C'est un sacrifice personnel énorme. Ma famille a payé le prix. Je ne referai pas cette expérience. » Quatrième refus. Dans les couloirs de l'Élysée, les conseillers commençaient à paniquer. Désespéré, Macron tentait même d'appeler Michel Barnier. L'ancien négociateur du Brexit, figure respectée de la droite républicaine, pourrait incarner l'ouverture. « Michel, la France traverse une crise. Votre expérience européenne ? » « Monsieur le Président, je suis honoré, mais à mon âge, ce serait un défi trop important. Et puis, les Républicains ne comprendraient pas. » Cinquième refus. Il était presque 23 heures et Macron n'avait toujours pas de Premier ministre. Pendant ce temps, les médias sociaux s'enflammaient. Macron, en panique, était trending sur Twitter. Les oppositions politiques ne perdaient pas de temps pour critiquer l'impréparation présidentielle. Macron découvre qu'il est seul. Tweet de Marine Le Pen. Personne ne veut porter sa politique d'échec. Jean-Luc Mélenchon renchérissait. Le roi nu cherche désespérément des coursiers. Mais qui voudrait hériter de ce bilan catastrophique? 23h30. Dans son bureau, Macron s'effondrait dans son fauteuil. « Comment sommes-nous arrivés là ?» demandait-il à Alexis. Sébastien était notre pilier, notre seul repère. Sans lui, nous n'avons plus personne. Cette confession révélait l'ampleur du problème. En 18 mois, Lecornu était devenu indispensable. Il gérait les crises, négociait avec les parlementaires, portait les dossiers difficiles. Son départ créa un vide abyssal. Minuit. Macron tentait une dernière approche avec Catherine Vrain, ministre déléguée au territoire. « Catherine, vous avez l'expérience locale et nationale. Monsieur le Président, je suis touché par votre confiance, mais je ne me sens pas prête pour Matignon. C'est trop lourd pour moi. » Sixième refus. La nuit s'annonçait longue. 0h30. Épuisé, Macron décidait de prendre quelques heures de repos. « Nous reprendrons demain matin. Il faut bien que quelqu'un accepte. » Mais le sommeil ne venait pas. Le président passait la nuit à repenser aux derniers mois avec le Corn, à tous les défis relevés ensemble, à la complicité qui s'était installée entre eux. Macron était debout depuis 1 heure, consultant les journaux du matin. Tous titrés sur la crise. Macron enquête d'un premier ministre introuvable. L'Élysée est dans la tourmente. « Qui veut être premier ministre, Monsieur le Président ?» annonça un conseiller.
Les marchés sont inquiets. L'euro chute face au dollar. Il faut absolument stabiliser la situation. 7h30. Macron reprenait ses appels. Il élargissait sa recherche, contactant des personnalités moins évidentes. Stéphane Travers, ancien ministre de l'Agriculture. Jacqueline Gouraud, ancienne ministre de la Cohésion des Territoires. Même Marlène Schiappa, malgré les réticences, tous déclinaient poliment mais fermement. L'ampleur de la crise gouvernementale, l'instabilité politique, la faiblesse des sondages présidentiels dissuadaient même les plus ambitieux. 8 heures. Emmanuel Macron commençait à réaliser l'impensable. Personne ne voulait succéder à Sébastien Lecornu. « Monsieur le Président », suggérait timidement un conseiller, « et si nous rappelions Sébastien, peut-être accepterait-il de reconsidérer sa décision ?» La suggestion provoquait un silence gêné dans la salle. Rappeler Lecornu après 12 heures de recherche infructueuse, c'était avouer un échec total. Reconnaître sa dépendance absolue à son premier ministre. 8h30. L'orgueil présidentiel cédait devant la réalité politique. « Appelez-le », murmurait Macron. Alexis Colère hésitait. « Monsieur le Président, êtes-vous certain? Cela va se savoir. » Coup de téléphone, Macron d'un ton sec. « Bonjour Emmanuel. Sébastien, nous devons parler de cette démission. Nous pouvons peut-être trouver un arrangement. » « Emmanuel, ma décision est prise. Je vous ai expliqué mes raisons hier soir. » « Mais Sébastien, la France a besoin de vous. J'ai besoin de vous. Ces dernières heures m'ont fait comprendre à quel point vous étiez indispensable. » Pour la première fois depuis le début de son mandat, Emmanuel Macron suppliait l'un de ses collaborateurs. 9 heures, la conversation se prolongeait. Macron multipliait les arguments, l'intérêt national, la stabilité institutionnelle, l'urgence des dossiers en cours. « Un annuel », répondait Lecornu. « Vous me demandez de revenir sur une décision mûrement réfléchie. Il faudrait des garanties, des changements substantiels dans notre façon de travailler. » C'était une ouverture minime mais réelle. 9h45. Quelle garantie, Sébastien? Dites-moi ce qu'il faut changer et nous changerons. La capitulation était totale. Le président de la République française négociait sa survie politique avec son premier ministre. Lecornu posait ses conditions. Plus d'autonomie dans le choix de son gouvernement, un droit de veto sur certaines décisions présidentielles, l'assurance de ne pas être désavoué publiquement. Accordé. Acceptez immédiatement, Macron. Tout ce que vous voulez. Sébastien entrerait à Matignon 10h30. Je vais réfléchir, concédait finalement Lecornu. Laissez-moi quelques heures. Cette réponse était déjà une victoire pour Macron. Après 13 heures de panique, il entrevoyait une sortie de crise. Dans l'entourage présidentiel, le soulagement était palpable. « Sébastien va accepter », chuchotaient les conseillers. Il ne pouvait pas laisser tomber le président comme ça. Mais l'attente reprenait. Lecornu se faisait désirer, mesurant parfaitement sa nouvelle position de force. Nouveau coup de téléphone de Macron. « Sébastien, avez-vous pris votre décision ?»« J'y réfléchis encore, Emmanuel. C'est une décision importante. » 12h30. Les médias commençaient à évoquer la possibilité d'un retour de Lecornu. Source concordante à l'Élysée, des négociations seraient en cours, annonçait BFM TV. Troisième appel de Macron dans la journée, vers Lecornu. « Sébastien, les marchés sont nerveux. L'opposition attaque. Il faut que vous reveniez. Emmanuel, si je reviens, ce sera à mes conditions. Plus jamais de désaveu public. Plus jamais de décision prise sans me consulter. C'est entendu, Sébastien. Vous aurez toute ma confiance. 13h30. Très bien, concédait finalement Lecornu. Je retire ma démission. Mais n'oubliez pas nos accords. L'annonce provoquait un séisme dans le paysage politique français. Moins de 24 heures après sa démission, Sébastien Lecornu reprenait ses fonctions de Premier ministre. Communiqué officiel de l'Élysée. Monsieur Sébastien Lecornu retire sa démission et reprend ses fonctions de Premier ministre de la République française. La nouvelle faisait l'effet d'une bombe. Sur les réseaux sociaux, les réactions se multipliaient. Macron a capitulé, commentaient les oppositions. 24 ans pour comprendre qu'il est nu sans corne. 14h30, conférence de presse improvisée à l'Élysée. Emmanuel Macron, visiblement marqué par cette épreuve, tentait de justifier ce retournement. Les circonstances ont évolué,
déclarait-il d'une voix peu assurée. Monsieur Lecorne a accepté de poursuivre sa mission dans l'intérêt supérieur de la nation. Les questions des journalistes étaient impitoyables. Monsieur le Président, n'avez-vous pas été humilié par votre premier ministre? Comment expliquez-vous qu'aucune personnalité politique n'ait accepté de remplacer Monsieur Lecorne? La politique, c'est l'art du possible. Nous avons trouvé la meilleure solution pour la France. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, les députés n'en revenaient pas. Macron vient de montrer sa faiblesse absolue, commentait un élu de l'opposition. Il est devenu l'otage de son premier ministre. 15h30, retour du Corne à Matignon. Les caméras étaient massées devant l'hôtel du premier ministre. Sébastien Lecornu, souriant et détendu, saluait les journalistes sans faire de déclaration. Son silence était plus éloquent que tous les discours. Il venait de démontrer son indispensabilité absolue. Dans son bureau de Matignon, Lecorne recevait les félicitations de ses collaborateurs. « Monsieur le Premier ministre, plaisantait l'un d'eux, vous venez de donner une leçon de pouvoir au président de la République. » 16h30, premier conseil des ministres post-crise. L'atmosphère était électrique. Emmanuel Macron, face à ses ministres, tentait de passer, mais tous savaient que l'équilibre du pouvoir avait changé. Le Corne n'était plus seulement Premier ministre, il était devenu l'homme indispensable, celui sans qui rien ne fonctionne. Les premières analyses politiques tombaient. Macron vient de perdre toute autorité, écrivait un éditorialiste du Figaro. En 24 heures, il a montré qu'il était incapable de gouverner sans le Corne. 17h30. Dans l'opposition, on ne perdait pas de temps pour exploiter cette faiblesse. Macron est fini, déclarait Marine Le Pen. Il vient de prouver qu'il était un président fantoche, manipulé par son premier ministre. Jean-Luc Mélenchon renchérissait. Cette crise révèle la vraie nature du macronisme. Un homme seul, sans réseau, dépendant totalement de son entourage. 18h, sondage express. La cote de confiance d'Emmanuel Macron chutait de 8 points en une journée. Celle du Corne, paradoxalement, progressait. 18h30, dans son bureau de l'Élysée, Macron faisait le bilan de cette journée catastrophique avec ses plus proches conseillers. « Nous avons évité le pire », tentait de positiver Alexis Collet. « Sébastien est revenu, le gouvernement est stable », Alexis répondait à Macron. J'ai passé 24 heures à supplier tous mes anciens ministres de m'aider, et ils ont tous refusé. Puis j'ai dû implorer Sébastien de revenir. C'est la pire humiliation de ma carrière politique. Les conséquences de cette crise commençaient à se dessiner. Le Corne, fort de sa position renforcée, annonçait plusieurs changements dans l'organisation gouvernementale. Désormais, déclarait-il à ses collaborateurs, toutes les décisions importantes passeront par Matignon. L'Élysée devra nous consulter avant toute annonce majeure. C'était une révolution silencieuse. Le premier ministre prenait le contrôle effectif du gouvernement. 19h30. Emmanuel Macron découvrait avec amertume les nouvelles règles du jeu. Un appel du Corne. « Emmanuel, j'ai vu que vous souhaitiez annoncer la réforme des retraites demain. Il faudrait qu'on en discute d'abord. » Le président de la République devait désormais demander l'autorisation à son premier ministre. Dans les rédactions, les journalistes analysaient cette redistribution des cartes. « Le Corne vient de réaliser un coup d'État constitutionnel », commentait un spécialiste des institutions. 20h30, l'humiliation présidentielle était totale. En 24 heures, Emmanuel Macron était passé du statut de président tout-puissant à celui d'otage politique de son premier ministre. Ce soir-là, en se couchant, Macron mesurait l'ampleur de sa défaite. Il avait voulu se séparer du Corne, mais c'est finalement le Cornu qui avait pris le contrôle. Les 24 heures qui avaient suivi la démission du Corne resteraient dans l'histoire comme le moment où un président de la République avait perdu tout pouvoir réel, contraint de supplier son premier ministre de bien vouloir gouverner avec lui. 3 mois plus tard, cette crise continuait de marquer la vie politique française. Emmanuel Macron n'avait jamais récupéré son autorité perdue. Sébastien Lecornu gouvernait en maître absolu, prenant toutes les décisions importantes. « C'est le Cornu qui préside, Macron qui suit », résumait cruellement un député. Cette formule faisait le tour des médias, symbole de cette inversion du pouvoir. 6 mois après, lors d'un sommet européen, la faiblesse présidentielle était visible aux yeux de tous. Macron ne décide plus rien, confiait un dirigeant européen. L'humiliation de ces 24 heures avait durablement affaibli Emmanuel Macron. Transformé Sébastien Lecornu en homme fort du régime,
et révéler au grand jour les failles du système politique français. Le moment où un président découvre qu'il n'est rien sans son premier ministre et où un premier ministre comprend qu'il peut tout obtenir en sachant dire non au bon moment. Histoire vraie d'une capitulation présidentielle en 24 heures chrono. Un an après cet épisode traumatisant, Emmanuel Macron n'était toujours pas remis de cette humiliation. Dans l'intimité, il confiait à ses proches « Ces 24 heures m'ont appris que je n'étais rien censé. C'est la leçon la plus dure de ma vie politique. » Cette confession révélait l'ampleur du traumatisme présidentiel. L'homme qui avait conquis l'Élysée à 39 ans, qui avait défié tous les codes politiques, découvrait sa fragilité absolue. Emmanuel a vieilli de 10 ans en une nuit, observait un proche. Cette crise l'a cassé psychologiquement. Il ne s'est jamais remis de cette démonstration de faiblesse. Effectivement, le comportement présidentiel avait changé après cette crise. Macron, autrefois impulsif et autoritaire, consultait systématiquement le cornu avant chaque décision importante. Il a peur de le contrarier, témoignait un ministre. Emmanuel redoute qu'une nouvelle crise éclate. Il marche sur des œufs avec Sébastien. Cette nouvelle dynamique bouleversait le fonctionnement traditionnel de la Ve République. Le premier ministre n'était plus dans l'ombre du président. Il était devenu son égal, voire son supérieur. Le cornu gouverne, Macron accompagne, résumait cruellement un député de l'opposition. Cette formule, devenue célèbre, circulait dans tous les couloirs politiques. Les conséquences internationales de cette crise étaient également significatives lors du sommet du G7 en Italie. 6 mois après l'épisode, les autres dirigeants avaient noté la faiblesse de Macron. Emmanuel semble diminuer, confiait Joe Biden à ses conseillers. Il consultait constamment son téléphone, probablement pour avoir l'avis de son premier ministre sur chaque sujet. Angela Merkel, pourtant discrète, avait-elle aussi remarqué ce changement? Macron n'est plus le même homme. Cette crise française l'a profondément marqué. Ces observations internationales révélaient que l'humiliation présidentielle avait dépassé les frontières françaises. La crédibilité de la France sur la scène mondiale en pâtissait. Quand le président d'un pays est à la merci de son premier ministre, c'est toute la nation qui perd en influence, analysait un diplomate européen. Du côté de Sébastien Lecornu, cette crise avait révélé un homme politique d'une redoutable efficacité tactique. En l'espace de 24 heures, il avait réussi à inverser complètement le rapport de force avec l'Élysée. Sébastien a joué une partie d'échec magistrale, admirait un ancien premier ministre. Il a fait comprendre à Macron qu'il était indispensable et maintenant, il gouverne avec une autorité que peu de ses prédécesseurs ont connue. Cette autorité nouvelle de Lecornu se traduisait concrètement dans la gestion gouvernementale. Tous les dossiers importants passaient désormais par Matignon. L'Élysée était devenue une chambre d'enregistrement. Nous préparons les arbitrages à Matignon, puis nous les transmettons à l'Élysée pour validation, expliquait un conseiller de Lecornu. En réalité, la validation présidentielle n'était qu'une formalité. Cette inversion des rôles constitutionnels inquiétait les constitutionnalistes. Fort de sa légitimité nouvelle, il imposait sa vision politique sans contrainte présidentielle. Sébastien a compris que Macron était faible, analysait un politologue. Il en profitait pour gouverner comme il l'entendait, avec une liberté totale. Cette liberté se manifestait dans tous les domaines. Politique, économique, social, international. Le plus frappant fut la réforme des retraites de septembre 2000. Entre-temps, Lecornu lui avait fait changer d'avis. Cette anecdote révélatrice illustrait parfaitement la nouvelle hiérarchie gouvernementale. Lecornu imposait, Macron s'adaptait. L'opposition politique ne manquait pas d'exploiter cette faiblesse présidentielle. Marine Le Pen multipliait les attaques. Macron n'était plus qu'un président fantoche, manipulé par son premier ministre. Jean-Luc Mélenchon renchérissait. « Nous avons un régime à 2 têtes, mais une seule qui pense, celle du cornu. » Ces attaques cinglantes touchaient juste. Macron ne parvenait plus à incarner l'autorité présidentielle traditionnelle de la Ve République. Emmanuel souffrait de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm politique, ironisait un chroniqueur. Il était devenu dépendant de celui qui l'humiliait. Cette dépendance psychologique était visible dans tous les grands événements politiques. Lors des vœux présidentiels de 2027, Macron avait consulté le cornu jusqu'à la dernière minute. Le discours a été relu et corrigé par Matignon, révélait un conseiller.
Emmanuel n'ose plus s'exprimer publiquement sans l'aval de Sébastien. Cette situation ubuesque questionnait la nature même du pouvoir sous la République. Un président élu au suffrage universel était-il devenu l'otage de son premier ministre? C'est une première dans l'histoire républicaine, soulignait l'historien Jean Harry. Jamais un président n'avait été à ce point dominé par son premier ministre. Cette domination s'exerçait même dans les détails les plus prosaïques. Le Cornu choisissait les invités des dîners de l'Élysée, validait l'agenda présidentiel, supervisait les déplacements. « Sébastien contrôle tout », témoignait un huissier de l'Élysée. Même les menus des repas officiels devaient passer par Matignon. Cette micro-gestion révélait l'ampleur de l'emprise cornienne sur l'appareil présidentiel. Rien n'échappait au premier ministre. Face à cette situation, l'entourage historique de Macron s'inquiétait. Alexis Colère, Ismaël Hélian, Sibé Andier constataient tous l'affaiblissement dramatique de leur champion. « Emmanuel n'est plus le même », confia l'un d'eux. Cette humiliation le brisait. Il doutait de tout, même de ses plus proches collaborateurs. Cette crise de confiance généralisée paralysait l'action présidentielle. Macron hésitait, tergiversait pour reporter les décisions difficiles. Le président, qui fonce habituellement tête baissée, est devenu quelqu'un qui réfléchit trop, observait un ministre. Paradoxalement, cette prudence nouvelle le desservait, car pendant que Macron hésitait, le Cornu tranchait. Cette différence de tempo renforçait encore l'autorité du Premier ministre. Sébastien a compris que la politique, c'est l'art de la décision rapide, expliquait un de ses conseillers. Pendant que l'Élysée réfléchissait, Matignon agissait. Cette philosophie de l'action immédiate séduisait les Français, lassés de l'indécision gouvernementale des années précédentes. Dans les sondages, cette préférence était claire. 67% des Français faisaient plus confiance au Cornu qu'à Macron pour prendre les bonnes décisions rapidement. Ces chiffres catastrophiques pour l'Élysée confirmaient l'inversion complète de la popularité entre président et premier ministre. « C'est historique », commentait un sondeur. « Jamais un premier ministre n'avait été aussi populaire au détriment de son président. » Cette popularité de Sébastien alimentait naturellement les spéculations sur l'avenir. Beaucoup voyaient en lui le futur candidat de la majorité présidentielle. Et même si Emmanuel se représentait, il aurait du mal à justifier sa candidature face à Sébastien. Cette perspective terrorisait l'Élysée. Ce serait l'humiliation suprême, être remplacé par celui qui l'avait dominé pendant tout le quinquennat. Emmanuel redoutait cette éventualité, confiait un proche. Sébastien disposait de tous les atouts pour lui succéder. Popularité, expérience gouvernementale, réseau politique et surtout image d'efficacité. Le Cornu incarnait la compétence face à l'amateurisme macronien, résumait un politologue. Si l'élection présidentielle avait lieu demain, il serait largement favori. Cette analyse, partagée par de nombreux observateurs, révélait l'ampleur du renversement politique opéré 6 mois après cette crise historique. Le bilan était sans appel. Emmanuel Macron avait perdu toute autorité réelle. Sébastien Lecornu gouvernait en maître absolu, et la Ve République vivait une expérience institutionnelle inédite. Ces 24 heures ont changé la France, concluait un historien politique. Elles ont montré qu'un président pouvait être réduit à l'impuissance par son propre premier ministre. L'histoire retiendra cette crise comme l'une des plus significatives de la Ve République, le moment où un président découvre qu'il n'est rien sans son premier ministre et où ce dernier comprend qu'il peut tout obtenir en sachant dire non au bon moment. Emmanuel Macron avait voulu gouverner seul. Il s'est retrouvé gouverné par un autre. Sébastien Lecornu avait accepté de servir. Il a fini par régner. En 24 heures, les rôles s'étaient inversés pour toujours. Cette leçon politique magistrale restera gravée dans les mémoires. En démocratie, le pouvoir appartient à celui qui sait le prendre, pas forcément à celui qui est élu pour l'exercer. Mais l'histoire ne s'arrête